Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 septembre. Et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans votre Z-Podcast, l'intelligence artificielle s'installe dans vos téléphones avec des nouveaux modèles d'iPhone qui seront encore plus smart. La première chose qu'on peut faire, c'est d'interroger son téléphone comme on parlerait à une personne humaine. Nicolas Van Zeebroek, professeur d'économie et de stratégie numérique à Solvay, nous en parlera. Retour sur le rapport sur la compétitivité européenne de Mario Draghi. Rudy Arnaut, professeur à l'université de Gand, vous expliquera comment rendre l'Europe plus compétitive avec son analyse. C'est très important que le rapport met en la lumière l'importance de l'industrie. Et pour finir, les Pays-Bas ont sorti leur nouvelle note de défense. Explication des implications pour la Belgique en détail avec Peter de Keyser. Z sur 7 à la une. Apple a enfin levé le voile sur ses nouveaux modèles d'iPhone. En effet, l'iPhone 16 promet d'être beaucoup plus performant et Siri plus malin. Pour la première fois, l'intelligence artificielle sera intégrée dans toutes les applications du smartphone. Nicolas Van Zeebroek, professeur d'économie et de stratégie numérique à Solvay. La première chose qu'on peut faire, c'est d'interroger son téléphone comme on parlerait à une personne humaine et donc lui poser des questions et laisser le téléphone aller chercher l'information, la résumer, puis la restituer sous forme vocale. Pour cette nouvelle sortie, Apple met l'accent sur la sécurité des données. Elles seront stockées sur un cloud privé, éloigné des espaces de stockage publics. L'utilisateur pourra mieux les contrôler. Sauf que pour l'IA, les données privées sont sacrées. Elles sont le nerf de la compétitivité. Nicolas Van Zeebroek. Ça donne un outil qui est sans doute plus sécurisé que d'autres, mais qui est probablement aussi moins convaincant, moins efficace que ce que les utilisateurs peuvent avoir expérimenté ailleurs. En Europe, il ne faut pas être trop pressé. Même si vous l'achetez, l'iPhone 16 n'intègre pas directement l'IA. Les marques sont prudentes face à une Europe intransigeante. Nicolas Van Zeebroek toujours. Il y a plusieurs réglementations européennes qui sont arrivées ces dernières années. Il y a le DMA qui s'occupe plutôt des affaires de concurrence sur les marchés numériques très concentrés. Le DSA qui s'occupe plutôt des comportements en ligne et de ce qu'on fournit comme contenu et comme service en ligne et de leur légalité. Et puis il y a maintenant l'IA Act, comme on l'appelle, qui est cette réglementation qui veut encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Des règles pour nous protéger, mais dont les limites sont encore floues. Les acteurs de la tech restent méfiants face à des amendes très lourdes. Ils évitent de se presser sur le marché européen avec leurs nouvelles fonctionnalités. Z sur 7 à la une. On en parlait il y a quelques jours avec son rapport sur la compétitivité européenne. Mario Draghi a donc fait un travail d'équilibriste. La plupart des observateurs reconnaissent au document un grand mérite, celui de mettre l'industrie au cœur du projet économique européen. Rudy Arnaut, professeur à l'université de Gand. C'est très important que le rapport met en la lumière l'importance de l'industrie. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, et je pense que c'est très important qu'on sait, si on veut la prospérité, ça passera par l'industrie. Ici, on prend par exemple Lyon comme région wallonne. Aujourd'hui, région plus industrialisée du monde il y a 100 ans. Aujourd'hui, de toute l'économie, il n'y a que 12% qui vient de l'industrie. 88%, c'est services publics ou services tout court. Ce n'est pas un modèle durable. L'économiste salue l'ambition industrielle du rapport, mais il déplore certaines faiblesses. Ne pas choisir les secteurs prioritaires pour une Europe en concurrence avec les États-Unis et la Chine. On dit il faut identifier les secteurs du futur, mais on ne les identifie pas. Je pense que quand on a un rapport avec un groupe d'économistes, on aurait pu dire, pour l'Europe, il faut aller, par exemple, dans la biotech, dans le nanotech, dans l'aéronautique. On a pu les identifier, et donc ça, on n'a pas fait ça. Pour améliorer sa compétitivité, l'Union européenne doit investir massivement dans l'innovation. Elle doit aussi changer son marché de l'énergie. Rudy Arnaut. Si on regarde, par exemple, le coût de l'énergie chez nous, c'est 4 à 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est un handicap. Ce que je trouve bizarre que dans le rapport, on ne parle pas de notre handicap qui est très important, c'est-à-dire les coûts salariales. Est-ce que c'est pour ne pas vexer les syndicats ou pour autre raison, mais au moins c'est un handicap sur lequel il faut travailler. L'autre grande question, c'est celle du financement des projets. Entre 750 milliards
et 800 milliards d'euros de plus par an, avec une invitation à envisager de nouveaux emprunts européens. Les pays contributeurs vont y réfléchir à 2 fois. Z sur 7 à la une. Les pneus crissent et les pilotes tâtent le bitume du circuit de Spa-Francorchamps à quelques jours de la Porsche Cup de ce week-end. Cette compétition est un des nombreux événements que le circuit accueille, en plus du Grand Prix de Formule 1. Et les retombées économiques sont considérables. 147 millions d'euros de recettes directes, indirectes et induites. Amaury Bertholomé, directeur général du circuit Spa-Francorchamps. Si on le compare au compte de résultat du circuit qui est d'une vingtaine de millions d'euros avec un rythme d'investissement au départ du circuit d'environ 8 millions d'euros par an, effectivement c'est assez important. Mais évidemment il ne faut pas rapporter cela uniquement à la réalité financière du circuit mais bien à la réalité financière de toutes les organisations qui ont lieu au circuit de Spa-Francorchamps. Parmi ces 147 millions, les retombées fiscales s'élèvent, elles, à 84 millions d'euros. Le circuit de Spa-Francorchamps génère donc d'importantes recettes, mais aussi de l'emploi. Pierre-Yves Géolet, ministre wallon de l'économie, nous en parle. C'est 2500 emplois directs et indirects générés par les activités toute l'année ici du circuit. Et puis, au niveau des visiteurs touristiques et des participants, c'est 1 million de visiteurs ici chaque année au circuit de Spa-Francorchamps. Donc vous mesurez vraiment l'impact très important pour notre pays, pour la région wallonne et pour les différentes communes. C'est vraiment essentiel pour la Wallonie. Avec un chiffre d'affaires de plus de 17 millions d'euros, 2023 était une très belle année pour le circuit. Selon le directeur général, 2024 s'annonce encore mieux, notamment grâce au record d'affluence lors des 24 heures de Spa et du Grand Prix de Formule 1 qui a accueilli 380 000 personnes en 4 jours. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont derrière nous et avec notre expert boursier, Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique, on revient sur les conséquences de ces événements. Il y a une note qui est sortie de l'INSEE qui a confirmé finalement, a priori, l'effet positif sur la croissance économique. Donc l'INSEE établit un effet positif de 0,3% sur la croissance du trimestre en cours, le 3e trimestre, et avec un contre-coup, parce qu'évidemment il y a un effet négatif par la suite, donc de 0,1. Donc globalement, ça donne une croissance qui n'est pas trop mauvaise pour l'économie française, puisqu'on a 1,1 pour 2024, alors que pour l'ensemble de l'Europe, on est plutôt à 0,8. Ça reste quand même des croissances qui sont relativement faibles. Mais donc une performance qui n'est pas mauvaise pour la France. Alors, comme chaque fois, il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Oui, alors là, le plus simple, c'est de comparer par rapport à Londres, puisque c'est une ville qui était, enfin, en tout cas, comparable à Paris. Donc, l'INSEE, justement, a fait une analyse de comparaison. Et il y a plusieurs sources de croissance qui expliqueraient éventuellement les 0,3% qu'on pourrait avoir. D'une part, c'est la construction. Alors, la construction, l'effet, il a joué pas simplement sur ce trimestre, mais sur les années précédentes. Donc, il y a un effet qui est positif. À Paris, on a déjà des chiffres. L'année dernière, il y a à peu près 5000 emplois qui ont été créés. 2 milliards d'euros donc d'activités en plus pour le secteur de la construction. Donc ça, c'est vraiment un pôle important. Le deuxième pôle, il est plutôt sur les billets, les ventes de billets et la diffusion sur les télévisions de l'événement. Donc ça, c'est quand même un élément important qui joue évidemment sur les PMI services, vraiment clairement. Et puis le dernier poste, c'est l'hôtellerie, donc tout ce qui est services, hôtelier, transport. Et là, l'effet, il est plus nuancé. En tout cas, pour Londres, il était quand même plus nuancé, où finalement, vous avez, pour des villes qui sont touristiques, c'est le cas de Paris, c'est le cas de Londres, il y a des effets d'éviction. On a donc un bilan positif de manière générale pour la capitale française. L'impact sur les marchés financiers devrait être visible dans les publications futures, mais pour l'instant, le marché est focalisé sur d'autres questions, telles que la rentrée ou encore l'incertitude politique française. Les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. La semaine dernière, les Pays-Bas ont présenté leur nouvelle note de défense dans laquelle le pays se positionne clairement comme un acteur sérieux sur la scène géopolitique. Aujourd'hui, on vous en parle en 3 questions. Premièrement, qu'est-ce qui est dit dans cette note de défense ? Alors, littéralement, le mémorandum de défense commence avec les mots suivants. Il y a la guerre sur le continent européen. Il y a des troubles dans le monde. Les Pays-Bas
pourrait également être impliquée dans un conflit armé. C'est pourquoi que nous devons renforcer la défense à un rythme accéléré. Alors, il est clair que les Pays-Bas ont pris un virage géopolitique. Dans leur mémorandum de défense, ils évoquent des frégates additionnelles, des avions de chasse additionnels et même l'armée va recevoir à nouveau des chars d'assaut. Résultat, les Pays-Bas vont consacrer 2% de leur PIB à la défense d'ici la fin de l'année, exactement comme convenu avec l'OTAN. Deuxièmement, pourquoi cette attention soudaine ? Alors, il est clair que la défense devient de plus en plus importante. Il y a la guerre actuelle en Ukraine, il y a la menace russe vis-à-vis des pays baltes, il y a naturellement aussi l'élection potentielle ou possible de Donald Trump, qui a déjà dit que lorsqu'il serait élu président, qu'il se retirerait de l'OTAN. Ça poserait naturellement un problème existentiel pour les pays européens. Alors, de plus en plus de pays européens qui sont membres de l'OTAN rejoignent les 2%. D'ici la fin de l'année, il y a même 22 des 32 pays membres qui vont atteindre les 2%. Le leader, c'est la Pologne, qui en 2025 va atteindre les 4,7% du PIB en tant que dépense à la défense. Et ça va être le leader militaire de l'Europe, va être la Pologne avec de telles dépenses. Et finalement, pourquoi cela est-il important pour la Belgique ? Alors, d'abord, la Belgique fait de plus en plus l'exception dans l'OTAN. Comme déjà évoqué, il y a 22 des 32 pays membres de l'OTAN qui vont atteindre les 2% cette année-ci. Dans la note de négociation qui est sortie des négociations pour le nouveau gouvernement Arizona, il apparaît que la Belgique n'atteindrait même pas les 2% d'ici 2029. De plus en plus de voix même évoquent qu'on n'a besoin pas de 2%, mais même de 3% pour faire face aux menaces actuelles. Tandis que la Belgique ne parvient même pas à atteindre les 2%. Oui, on a eu l'appel du bourgmestre Bart de Wever pour des défenses antiaériennes dans le port d'Anvers, mais il faut être honnête, il manque une stratégie de défense en Belgique sur le plan politique. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de prêter vos oreilles durant ce podcast quotidien. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec votre hôte Jean-Pascal Ledoux. Mais avant ça, restez à l'écoute pour un aspect légal en matière de cybersécurité pour les entreprises proposé par le Centre pour la cybersécurité belge. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Valérie du CCB. Selon la loi NIS 2, les entités essentielles et importantes doivent prendre les mesures de cybersécurité appropriées. Elles doivent donc se protéger contre les cybermenaces. Le Centre pour la cybersécurité Belgique a développé un référentiel, le Cyber Fundamentals, ou en abrégé CyFun, qui comprend 4 niveaux d'assurance différents: small, basique, important et essentiel. Pour ce faire, les principales normes internationales en matière de cybersécurité ont été rassemblées et simplifiées sur la base de l'expérience acquise à la suite de milliers d'incidents traités. Normalement, une entité essentielle devra respecter le niveau CyFun Essential, mais l'analyse de risque fournie peut éventuellement indiquer un niveau inférieur approprié. Les outils relatifs au CyFun sont disponibles à l'adresse suivante: atwork.cfonweb.be/NIS2. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.